I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bienvenue à tous. Si je vous dis IFRS 9, ne faites pas les gros yeux, on va tout vous expliquer ce matin dans les décodeurs atlantiques. Cette norme applicable aux banques depuis le 1er janvier est une véritable révolution, un Big Bang. Révolution dans le mode de comptabilisation des provisions bancaires. Elle va permettre aux établissements bancaires de mieux anticiper les risques liés à un crédit. Oups, voilà une nouvelle qui pourrait avoir un impact conséquent sur la distribution de crédit aux entreprises. Alors quel impact attendre justement? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Amine Yuri, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet, premier réseau mondial de l'information financière. Ayman Cheraghi également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. En deuxième partie, nous parlerons des relations entre Rabat et Pretoria après le rapprochement politique, cette poignée de main historique entre Jacob Zuma et le roi Mohamed VI. Place au rapprochement économique et culturel. Le rachat par l'opérateur sud-africain Sanlam de Saham Assurance et désormais le roi Zoulou, le chef traditionnel le plus influent en Afrique du Sud, qui est en visite au Maroc accompagné de 3 responsables de l'ANC, le parti au pouvoir en Afrique du Sud. Alors quel rapprochement, quel avenir entre le Maroc et l'Afrique du Sud? C'est ce que nous verrons en deuxième partie. Vous pouvez bien sûr réagir et poser vos questions sur la page Facebook de l'émission ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. C'est donc un Big Bang dans le monde bancaire. La norme IFRS 9 vient d'entrer en vigueur depuis le 1er janvier. On va voir bien évidemment quels vont être les impacts pour les entreprises dans un contexte où justement le crédit inter-entreprise a dépassé la distribution de crédit bancaire. Amine Yuri, d'abord pour bien expliquer, pour que chacun se fasse une idée très claire de cette norme IFRS 9, de quoi il s'agit concrètement, Amine Yuri? Alors déjà, il s'agit d'une norme comptable qui s'applique, comme vous l'avez dit, aux banques exclusivement. Alors c'est un changement en matière de provision, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'une banque passe une provision sur un client, qu'elle soit entreprise ou particulier, il fallait qu'il y ait plusieurs impayés, 3 exactement, pour que la banque considère qu'il y a un risque plus élevé sur ce client et donc passer une provision. Aujourd'hui, cette norme IFRS 9 dit non, dès l'octroi d'un crédit à un particulier ou à une entreprise, on passe automatiquement une provision sur ce client pour prendre en compte un risque réel qui pourrait y avoir sur ce client. Sur l'insolvabilité du client. Exactement. Alors après, le montant de la provision qui va être passé dès l'octroi va différer du client en fonction de la notation qu'il aura obtenue. C'est-à-dire qu'un bon client, c'est-à-dire un client qui aura un risque faible, aura une très bonne notation et donc la provision sera minime. En revanche, un client qui aura un risque potentiellement élevé de défaut de paiement, de défaut de remboursement, aura évidemment un risque plus élevé, une note plus basse, et donc la provision sera plus élevée sur ce client-là. C'est une norme internationale qui a été décidée il y a quelques années suite à la crise financière de 2008. Exactement, pour éviter ce qui s'est passé en 2008. Et il faut savoir qu'en France, il se passe exactement la même chose, c'est-à-dire que depuis le 1er janvier 2018, les banques françaises ont l'obligation de mettre en place cette IFRS 9. C'est une norme qui est applicable à tout type de client ou pas ? Oui, tout à fait. Donc le particulier peut avoir également cette norme au niveau de la banque. Exactement, tout type de client, que ce soit particulier ou que ce soit entreprise. Maintenant, donc voilà, on se dit que ça a un impact uniquement sur la banque, mais non, en réalité, ça a un impact directement sur le client, puisqu'aujourd'hui, ce qui devient central dans l'octroi de crédit, c'est l'idée de la notation. Ouais. C'est-à-dire que concrètement, une entreprise ou un particulier qui a un risque faible aura des meilleurs avantages en termes de taux, mais aussi la possibilité d'obtenir son prêt que un particulier ou une entreprise qui aurait des risques élevés de défaut de paiement. Ayman Cheraghi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle finalement? Plus de sécurité en tout cas pour les établissements banquiers au Maroc?
C'est la prudence poussée à l'extrême, parce que ce que je comprends derrière, c'est que tout le monde est mauvais jusqu'à preuve du contraire. Et du coup, tout client est insolvable jusqu'à preuve du contraire. C'est ça la philosophie derrière cette norme, à mon avis. C'est que dès le départ, je taxe mon client d'insolvabilité jusqu'à preuve du contraire, et que je dois provisionner dès l'octroi du crédit, dès la validation des dossiers, par rapport à ses capacités de remboursement. Oui. D'ailleurs, le monde bancaire a payé le prix depuis quelques années avec la crise de subprimes, parce qu'effectivement... dont on rappelle que toutes les normes, entre guillemets, qui ont été décidées dans un package aux États-Unis, à Wall Street, a été supprimé par Donald Trump. C'était un package qui a été mis en place par Barack Obama. Exact. Et cette norme vient remplacer une ancienne norme, je me rappelle, IAS 39. Et l'idée, c'est que entre la vision réelle, la vision de gestion et la vision comptable, il y a toujours un décalage. Et les normes IFRS, elles sont là pour faire ce rapprochement. Maintenant, avec les normes IFRS 9, ce rapprochement est encore plus poussé à l'extrême. Et ça va porter un challenge. Là, on parle du financement des entreprises, effectivement, parce que en interne, au niveau de l'agent d'octroi qui est la banque, cette norme va chambouler énormément de choses. Ça démarre avec le business model même du produit financier en lui-même dès le départ, par la suite par les modèles de scoring en interne, en passant par bien sûr les exigences en fonds propres qui doivent également être conduites et en concordance avec les exigences bâloises et avec la réglementation en vigueur, et également une gestion prospective plutôt de mon portefeuille client au niveau d'une banque. Donc ça change même tout le business carrément bancaire d'octroi de crédit. Donc une norme IFRS comme celle-là, ça va créer un grand défi d'organisation interne pour la banque, en termes surtout de système d'information, parce que maintenant, pour être proactif, il faut avoir des données par client, quel type de crédit et quel type de provisionnement. Donc, j'imagine que les DSI au niveau des banques ne sont pas en train de chômer. Les équipes marketing également au niveau de la conception des business models. En tout cas, on a des banques qui sont plus ou moins avancées sur cette application de cette norme IFRS 9. Et je pense que les banques marocaines sont assez bonnes par rapport au respect de ces normes internationales et des normes bâloises. Mais en tout cas, c'est vrai que le sujet passe un peu inaperçu, mais c'est un vrai chamboulement au sein d'une institution bancaire. Amine Diori. Oui, je suis complètement d'accord. C'est vrai que le sujet passe un peu inaperçu. On devrait en parler davantage. Alors, quelles sont les conséquences ? Pour l'économie. L'économie, l'objectif de tout ça, c'est de renforcer les banques. C'est-à-dire aussi avec un renforcement des fonds propres. On passe des provisions. Derrière, il faut que les banques soient plus solides financièrement parlant, donc un renforcement de fonds propres. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est pour les banques elles-mêmes. Clairement, les provisions, c'est un impact direct sur le résultat net. Il faut savoir qu'en France, par exemple, les banques qui font le même travail actuellement ont vu leur taux de provisionnement augmenter de 18% en moyenne. Donc évidemment, ça a un impact direct sur le résultat net. L'impact de tout ça sur le particulier, sur l'emprunteur, sur le particulier ou l'entreprise, évidemment, c'est que la banque, elle est obligée aujourd'hui d'être plus sélective. Elle va accorder des crédits avec beaucoup plus de critères à l'entrée. Donc évidemment, l'objectif c'est de se focaliser sur une demande qui soit solvable. Est-ce que cette norme va changer les critères justement ? Est-ce que cette norme va changer l'évaluation du business plan, par exemple, les critères d'évaluation d'un business plan de la part d'un entrepreneur qui vient toquer à une banque marocaine, Amine Diori ? Pas directement l'évaluation du business plan. Comme je l'ai dit en introduction, on peut imaginer que ça arrive à contre-courant après, in fine, de la part des banques, pour réfléchir, s'adapter davantage. Oui, effectivement. Alors, la question centrale, c'est celle du scoring, de la notation, du modèle de notation, qui est aujourd'hui propre à chaque banque. Qu'est-ce que comprend un modèle de notation ? Il y a différents aspects. Il y a des aspects quantitatifs, c'est-à-dire des bilans. Il y a des aspects qualitatifs, c'est-à-dire le secteur, c'est-à-dire le mode de gouvernance, les dirigeants et associés. Il y a un certain nombre de choses qui rentrent dans le calcul d'un score. Évidemment, ce score sera déterminant pour déterminer si un client est un bon client, c'est-à-dire qu'il va rembourser avec un faible risque de défaut de paiement, ou un mauvais payeur.
Donc en fonction de ça, évidemment, ça aura un impact sur l'emprunteur, c'est-à-dire que celui qui se verra refuser un emprunt devra voir avec son banquier, justement par rapport au modèle de notation, quels sont les critères qui l'ont défavorisé, avec l'objectif d'améliorer les choses. Si c'est un problème de gouvernance, évidemment, ce sera le point sur lequel se focaliser. Si c'est un problème de fonds propres, il faut un renforcement des fonds propres de l'entreprise. Évidemment, ça veut dire que les associés, les dirigeants devront faire en sorte d'améliorer la situation, la structure financière de l'entreprise. Donc, on voit bien que ça peut être bénéfique aussi bien pour les banques, mais aussi et surtout pour les entreprises. On a un commentaire sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques de Mehdi qui nous dit « Attention, impact tout de même à minimiser au Maroc, puisque l'IFRS 9 est obligatoire pour les comptes consolidés. Les comptes sociaux demeurent soumis au plan comptable bancaire. » Ayman Cheraghi, c'est un point qu'il faut noter tout de même ? Oui. Principalement parce que lorsqu'il s'agit de comptes consolidés, effectivement, donc la consolidation de tous les bilans sociaux des filiales qui appartiennent au même groupe bancaire. Ouais, donc là on parle des grandes entreprises. Hein. Yeah. Mais quand même, notons que les banques marocaines quand même s'internationalisent de plus en plus et que aujourd'hui les comptes des grands groupes bancaires sont des comptes consolidés. Je pense que l'effet n'est pas à minimiser quand même. Elle est là et comme vous l'avez souligné, il y aura un défi effectivement en termes de sélection et d'exigence en termes de choix des dossiers à financer. Parce que le conseil d'administration d'une banque, il veille effectivement sur ce grand indicateur qui s'appelle le résultat. Et le résultat, il est, comme l'a expliqué Amine, il est lourdement impacté par les provisions. Et là maintenant, oui, renforcer les provisions, bien sûr, mais ça va être au dépend des résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un bon niveau de résultat, un bon niveau de dividende, mais en même temps, respecter ces normes. Donc, le grand défi là, si on fait un zoom out, qu'en est-il par rapport au rôle des banques en termes de financement des entreprises, surtout les jeunes entrepreneurs, surtout les jeunes startups. Maintenant, comment est-ce que les banques vont continuer à assurer leur fonction classique, celle de financer l'économie, mais avec d'année en année et d'accord en accord avec des normes réglementaires très serrées, j'ai peur à ce que dans les années à venir, la réglementation ne mène à une suffocation de la capacité des banques à financer les économies. Ça, c'est un défi. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisque, Dun & Bradstreet, premier réseau mondial de l'information financière. Ayman Cheraghi également avec nous. Rebonjour. Rebonjour. Vous êtes enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. On continue de parler avec vous de cette norme IFRS 9 qui est donc applicable aux banques depuis le 1er janvier 2018. Norme qui est une véritable révolution dans le mode de comptabilisation des provisions bancaires. Elle permet, on le disait donc en première partie, aux établissements bancaires de mieux anticiper les risques liés à un crédit. On avait une remarque d'un auditeur qui s'appelle Mehdi sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques qui nous disait que cette norme est tout de même, l'impact de cette norme est tout de même à relativiser, à temporiser puisqu'elle concerne uniquement les comptes consolidés, Amine Diouri. Oui, alors l'objectif quand même, c'est de couvrir l'étendue des segments bancaires, c'est-à-dire aussi bien les particuliers que les entreprises, quelle qu'elle soit leur taille ou leur attachement par rapport à une entreprise. Je rappellerai quand même une phrase de Monsieur Douiri, qui est le directeur général de Tijara Wafa Bank, qui disait que pour lui, le gros changement de l'IFRS 9, c'était la généralisation de la notation à l'ensemble des segments dont j'ai parlé à l'instant. Oui. Et pour lui, la nécessité, évidemment, le corollaire, c'est de faire de constituer des provisions dès l'origination d'un prêt qui sera octroyé. Donc, clairement, lui parle de l'ensemble des segments.
et pas simplement de sociétés avec des comptes consolidés. Comptes consolidés, on le rappelle, c'est les comptes sociaux des filiales des grandes entreprises. On regroupe l'ensemble des comptes et on fait une évaluation. C'est quand même incroyable parce que c'est vrai que cette norme, qui on le rappelle, puise son origine de la crise financière de 2008, qui est donc applicable aujourd'hui dans plusieurs pays dans le monde, a été préparée finement et durement à la fois par les banques. Il a fallu de la data justement pour la constituer, cette méthode de notation des entreprises, y compris les TPE, Amine Diouri. Oui, tout à fait. Il a fallu se préparer. Ça a été fait en 2017. On voyait, d'ailleurs, quand on lit aujourd'hui les interviews des différents patrons de grandes banques, que ce soit Tijari, BCP, etc., toutes ont montré leur niveau de préparation par rapport justement au point central qui est les modèles de notation. Et effectivement, la difficulté, c'était de calculer des scores, notamment sur les TPE par exemple ou les PME, mais surtout les TPE parce qu'effectivement, la data aujourd'hui c'est le point central de tout ce système pour évaluer l'entreprise. Et évidemment, la difficulté, c'est d'avoir de la donnée fiable sur les TPE, notamment en matière bilancielle, où on sait que très peu de TPE finalement déposent de manière régulière leur bilan. Donc c'est vrai que c'était un vrai challenge pour les banques de pouvoir rassembler un maximum de data, pas simplement de la donnée financière, mais d'autres informations sur les entreprises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le mode de gouvernance, la relation aussi entre la banque et l'entreprise est primordiale. Oui. C'est-à-dire que aujourd'hui, et c'est un conseil que je donnerai aux dirigeants d'entreprise qui nous écoutent, évidemment, plus le banquier vous connaît, plus vous avez des rapports rapprochés avec votre banquier, plus quand même vous avez des chances que votre score, que en tout cas ça vous permet d'avoir une note meilleure que si vous n'aviez pas de contact du tout avec lui. Donc vous dites jouer la transparence, jouer la communication au maximum. Exactement, jouer la transparence, jouer la communication, c'est la meilleure façon d'améliorer sa notation. Ayman Jaragui, on se souvient il y a 2 ans, parce que là dans quelques jours on va avoir un conseil trimestriel de Banque Al-Maghrib. Il y a 2 ans, le financement aux entreprises de la part des banques, c'était l'une des priorités justement du gouvernement de Banque Al-Maghrib. Il y avait une réunion, on s'en souvient, en janvier 2016 avec la CGM, avec le groupement bancaire. Opération, c'était notamment demander moins de garanties aux entreprises lorsqu'elles veulent des crédits, et puis améliorer donc la distribution de crédits pour les entreprises. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est le crédit interentreprise qui dépasse le crédit bancaire. Avec l'application de cette norme, ça va être difficile d'inverser la tendance. Absolument, ça va être difficile d'inverser la tendance, d'encourager les banques à réduire un peu le niveau de garantie avant d'octroyer un crédit, alors qu'en même temps vous avez des règles prudentielles qui vous préconisent le contraire. C'est un sacré défi. Je pense que même une médiation gouvernementale ou des réunions tripartites ou bien multipartites ne seront pas suffisantes pour régler le problème du financement des entreprises par le secteur bancaire. Les banques sont serrées, ils ont les mains liées un peu avec cette réglementation prudentielle, et en même temps les entreprises ont énormément besoin de financement, ce qui laisse la situation dans un statu quo qui ne peut être dépassé, à mon avis, comme l'a souligné Amine, que par l'amélioration au niveau micro de la relation entre l'entreprise et son banquier. Il va falloir innover sans doute peut-être dans cette relation. Il va falloir innover, et j'imagine que même par rapport à la question de la data et l'enjeu d'avoir le maximum d'informations possibles sur le portefeuille client, surtout TPE, PME, il y aura une sacrée pression au niveau des agences entreprises et au niveau des agences des comptes professionnels. Maintenant, le chargé de compte ou bien le conseiller bancaire devrait avoir une relation de proximité avec l'entrepreneur, avec le monde de son entreprise, et parfois le siège même de la banque va exiger pas uniquement que de la data quantitative, mais également de la data qualitative qui peut être transformée en un certain nombre d'indicateurs pour pouvoir les inclure dans le modèle de notation. Donc maintenant, connaître mon client en profondeur, en dehors des considérations du bilan, mais également par rapport à d'autres considérations liées à la gouvernance, liées aux enjeux, liées aux parts, etc., etc. Ça, c'est important. La pression va être au niveau des agences. La relation entreprise-banque est importante dans ce process. Si une entreprise souhaite se financer auprès de son banquier, au sein de ses normes prudentielles bien sûr, et avec
et comme vous l'avez souligné, un marché interentreprise de financement qui dépasse celui du bancaire. Les entreprises aujourd'hui ils se financent bien sûr avec les décalages par rapport au délai de paiement entre fournisseurs et clients. Oui. C'est comme ça que l'entreprise aujourd'hui survit, c'est comme ça qu'elle arrive à dégager un peu de trésorerie. Maintenant, nous n'allons pas encore ouvrir un dossier sur ce dossier épineux qui est celui des délais de paiement, etc. Justement, j'ai une petite question à Mignori pour ça. Maintenant, ça se comprend dans ce sens, c'est qu'effectivement, le sujet est beaucoup plus compliqué que cela. Et son traitement est un traitement qui va prendre énormément de temps et avec la participation d'énormément d'acteurs. À Mignori, justement, pour contrebalancer peut-être un impact assez conséquent sur la distribution, un ralentissement éventuel de la distribution des crédits bancaires aux entreprises, on peut imaginer que le gouvernement devrait accélérer la cadence en matière de traitement législatif sur la question des délais de paiement. Et puis on a vu notamment les banques qui commencent à rembourser au nom de l'État les arriérés de TVA. C'est un premier pas, mais peut-être qu'il va falloir voir et ouvrir d'autres portes. Vous avez complètement raison et c'est à mon avis le point central. Si on prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des entreprises qui ont un problème de trésorerie du fait des délais de paiement. Elle doit financer ces délais de paiement. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va voir sa banque, demander un crédit de trésorerie. Or, on sait que depuis quelques années, les encours de crédit de trésorerie baissent de manière continue. La pression, si on ne règle pas cette question des délais de paiement, la pression, elle va augmenter du côté des entreprises en matière de demande de crédit de trésorerie. Si les banques de leur côté sont bloquées justement par cette question de provision et de sélection des meilleurs dossiers pour l'octroi de crédit, à un moment donné, la tension va se resserrer autour de ces entreprises et malheureusement s'il n'y a pas un apport soit en bas de bilan, c'est-à-dire un apport de trésorerie, soit en haut de bilan avec l'apport des capitaux propres, l'entreprise risque de mourir. Et c'est ça la vraie problématique aujourd'hui. Dans un instant, on parle du rapprochement entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Quelques mois après la poignée de main entre le roi Mohamed VI et Jacob Zuma, les choses s'accélèrent, notamment sur le volet économique et culturel. On en parle juste après la séance Coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Ayman Cheraghi, coup de gueule, coup de cœur, qu'est-ce que vous nous avez choisi ? Coup de gueule. Le tribunal de première instance de Marrakech, son parquet général a ordonné la saisie des exemplaires d'un livre d'un auteur marocain qui s'appelle Rachid Aylal. Le livre s'appelle Sahih al-Bukhari, la fin d'une légende. Sahih al-Bukhari, Nihayat Ustora. C'est un livre qui critique un peu l'œuvre de Sahih al-Bukhari en montrant qu'il y a énormément de contradictions et qui préconise une nouvelle relecture critique de ces textes pour les désacraliser un peu. Maintenant, l'opération a été menée dans des librairies à Marrakech et le parquet justifie l'action en disant que le livre porte atteinte à la sécurité spirituelle des citoyens et transgression aux constantes religieuses de la nation. J'aimerais bien définir cela. J'aimerais bien avoir exactement qu'est-ce que ça veut dire atteinte à la sécurité spirituelle. C'est un coup de fouet, c'est un rétropédalage par rapport à la liberté d'expression et au droit des gens d'écrire et d'émettre des avis. Ça ouvre une grande question. Maintenant, avec tout ce qui se passe dans le monde des médias et le monde de la liberté d'expression, c'est un autre coup bas, j'imagine. Je suis attristé par cette nouvelle et je pense que on ne devrait pas critiquer, on ne devrait pas poursuivre les gens en justice par rapport aux idées qu'ils écrivent dans leurs livres. Au moins, ils ont le mérite d'écrire et d'avoir des avis et des idées en les argumentant, en les justifiant. C'est malheureux. Amine Duri, coup de gueule, coup de cœur. Un coup de cœur sur une nouvelle loi qui va être intéressante en matière d'arbitrage et de médiation. On sait aujourd'hui que quand deux entreprises ont des litiges et que ça passe en procédure judiciaire, ça peut durer en moyenne 4 ans. C'est long, c'est complexe et le résultat est incertain. Une loi sur l'arbitrage. Alors l'arbitrage, c'est quoi ? C'est en fait un moyen juridique qui permet de régler à l'amiable un différend entre deux entreprises. Et donc c'est une procédure qui est relativement rapide. Malheureusement aujourd'hui, les jugements qui sont rendus ne sont pas applicables. Notamment quand il s'agit de jugements internationaux. La loi vise justement donner une force exécutoire aux jugements étrangers pour que cette loi soit directement appliquée aujourd'hui par les entreprises marocaines. Et donc c'est une grande avancée. 9h48 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet dans les décodeurs Atlantiques.
Jusqu'où va aller le rapprochement entre Rabat et Pretoria si certains avaient des doutes depuis quelques semaines, depuis notamment quelques déclarations du nouveau président sud-africain Cyril Ramaphosa, discours, on le rappelle, de politique politicienne pour rassurer un clan plutôt favorable au Polisario. Eh bien, le rapprochement se fait de plus en plus ressentir. Le rachat par Sanlam, l'opérateur sud-africain de Saham Assurance, et désormais le roi Zulu, le chef traditionnel le plus influent en Afrique du Sud, qui est au Maroc pour participer demain au Forum mondial de Crans-Montana. Il a livré dans une interview à la MAP Johannesburg eh bien, sa vision des relations entre Rabat et Pretoria. Il plaide en faveur du renforcement des relations entre ce pays et le Maroc. Ayman Chiraghi, dans les années 90, on commençait à assister à un début de rapprochement entre Rabat et Pretoria. Depuis, il s'est interrompu. On peut imaginer que depuis cette poignée de main entre Jacob Zuma fin novembre et le roi Mohamed VI, on va reprendre tranquillement un rapprochement entre les deux puissances du continent. Absolument, et ça a démarré. C'est un rapprochement économique avec cette acquisition. Et j'aimerais juste attirer l'attention des auditrices et auditeurs que ce n'est pas le premier investissement sud-africain au Maroc. Et il y en a d'autres, et ils sont nombreux, surtout dans le domaine de la propriété immobilière et également dans d'autres produits. Maintenant, le rapprochement, comme j'ai dit, n'est pas uniquement qu'économique, il est culturel, avec la visite du roi des Zoulous au Maroc pour participer au célèbrement connu Forum Crans-Montana. Mais également, je viens d'avoir l'information il y a quelques jours, c'est également un rapprochement, également même sportif, parce que le président de la Fédération africaine de football, et qui était la personne chargée de dossier de candidature de l'Afrique du Sud en 2010, a également exprimé son soutien le plus absolu à la candidature du Maroc pour la Coupe du Monde 2026. Ça n'est pas rien. Fini la compétition pour 2010 avec cette défaite de 2 voix pour le Maroc en faveur de l'Afrique du Sud. En 2006. Et donc le rapprochement, il est sur plusieurs niveaux. Et l'Europe l'avait compris juste après la Deuxième Guerre mondiale. Pour faire la paix, il faut faire du business. Plus on fait du business, moins on a de chances de voir ressurgir des conflits entre nous. L'Union européenne et le projet de l'Union européenne est né dans une logique de croiser les investissements de part et d'autre pour éviter les conflits futurs. Et c'est ce que le Maroc essaie de faire, pas uniquement qu'avec l'Afrique du Sud, mais également avec d'autres pays protagonistes qui étaient pro-Polisario. Là, c'est une concrétisation réelle de ce rapprochement. Nous sommes en train de le voir sur le terrain. Et est-ce que vous pensiez franchement que ça allait aller aussi vite? Parce qu'il y avait je rappelle, ce premier discours de Cyril Ramaphosa qui était destiné donc à son clan politique, l'ANC, dont une partie militante de gauche était plutôt favorable au Front Polisario. Il y a eu aussi ce dossier de la cargaison de phosphate en provenance du Sahara par la justice sud-africaine qui s'est mal fini malheureusement, puisque décision de mise en vente aux enchères donc de cette cargaison de phosphate. Là ça va quand même vite. On assiste à des signaux positifs qui étaient peut-être pas vraiment attendus. Ça va vite et je n'en suis pas surpris. Parce que avec effectivement les différents conflits qui émergent avec la justice sud-africaine par rapport aux cargaisons des phosphates, également avec l'arrivée du pouvoir très récente de Cyril Ramaphosa, il fallait marquer le territoire et tisser des liens d'intérêt commun, réel et concret. D'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout le monde sait que le nouveau acquéreur de Saham Assurance n'est autre que le beau-frère du président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont l'autre sœur également, ils ont une grande sœur qui est l'épouse d'un certain monsieur qui s'appelle Jeff Radebe, qui est l'actuel ministre de l'énergie et qu'il était depuis 1994. Donc, alors que ça fait plusieurs années que des compagnies d'assurance internationales essaient de mettre le pied au Maroc. Mais il y a bien sûr le très fort lobby de la Fédération marocaine d'assurance et de réassurance, et également la CAPS, l'ex-DAPS, qui un peu jonglait sur ces dossiers mis sur sa table. Mais aujourd'hui, on ouvre la possibilité à une entreprise sud-africaine. C'est un enjeu géopolitique. C'est une information à prendre en mesure. C'est que le Maroc souhaite entamer une nouvelle relation en donnant
accès au capitalisme sud-africain en leur donnant accès à un secteur stratégique qui est l'assurance au Maroc. C'est le début d'une relation économique, à mon avis, qui va être fructueuse dans les années à venir et qui va avoir son impact, bien sûr, sur le conflit du Sahara avec le Front Polisario. Les banques et les assurances marocaines qui sont très implantées, y compris sud-africaines, sur le continent africain, mais c'est vrai que cette acquisition, en tout cas de la part de l'opérateur sud-africain Sanlam, va être un joli coup pour davantage s'axer sur le continent africain. Amine Diouri, je le disais en introduction, il va y avoir 3 représentants de l'ANC qui participent également à Darla, le Sahara marocain, à ce forum Crans-Montana. C'est quand même un signal assez fort parce qu'on pouvait s'imaginer un président au-dessus de son parti politique à prendre des décisions qui n'appartiennent pas à la politique politicienne. Là, c'est des représentants du parti politique de l'ANC, historiquement plutôt pro-Polisario, qui débarquent au Maroc. Oui, effectivement, le geste politique, il est là. Maintenant, ce qui va en retourner d'un point de vue économique, il faut quand même attendre un petit peu parce que je rappellerai quelques petits chiffres, notamment en matière d'échange entre l'Afrique du Sud et le Maroc. Je prends les chiffres. Alors les derniers que j'ai, c'était 2015. En termes d'échange en termes de commerce extérieur, c'est un déficit de 900 millions de dirhams au défaveur du Maroc, c'est-à-dire 1 milliard d'exportation, 100 millions seulement d'importation. Donc on voit bien qu'aujourd'hui les échanges en matière de commerce extérieur sont relativement faibles entre nos deux pays. Et par ailleurs, en matière d'IDE, alors certes, mon collègue a justement cité le fait que en tout cas certaines entreprises sud-africaines investissaient au Maroc, notamment maintenant avec l'arrivée de Sanlam de manière directe dans le 100% du capital de Sam Assurance. Mais inversement, la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne trouve pas d'entreprises marocaines qui ont des investissements en Afrique du Sud. C'est un marché anglophone, on le rappelle. Peut-être, mais l'argent, l'argent n'a pas de nationalité. Les Sud-Africains ont bien compris le potentiel du Maroc. Après, je pense que les Marocains ont aussi vu le potentiel du marché sud-africain. Donc après, il faut voir aussi quelles sont les raisons aujourd'hui à ce non-investissement. Est-ce que c'est une raison politique? Et c'est vrai que il y a les signes positifs politiques qui ont lieu maintenant, mais c'est vrai, vous avez bien fait de rappeler l'affaire de la cargaison de l'OCP, parce que malgré tout, ça pose un vrai problème pour moi en matière d'affaires, c'est-à-dire que une juridiction étrangère prend une décision qui n'est pas de sa compétence et qui va en défaveur d'une entreprise marocaine. Je trouve ça peut refroidir quelques entreprises marocaines. Ça peut être un prochain défi justement du prochain patron, des patrons ou patronnes, des patronnes, pas des patrons, pardon, puisqu'il y aura une nouvelle élection de la CGM à la tête de la CGM dans les prochaines semaines. L'axe justement Rabat-Pretoria au niveau économique, au niveau entreprise à renforcer. Oui, complètement. Il est évident que si on reste sur ce climat-là, et notamment en matière juridique, cette interprétation de la loi, c'est évident que ça se fera en défaveur des entreprises marocaines. Elles n'auront pas intérêt à aller sur le marché sud-africain. Or, ce n'est pas l'idée pour moi. Je me fais d'un rapprochement. Eman Chiraghi, pour conclure. Juste pour ajouter une chose, c'est que les 3 représentants du parti au pouvoir, l'ACN, qui accompagnent le roi des Zoulous au Maroc, ils font partie effectivement de la tribu Zoulou. Et c'est une tribu qui est très connue, peut-être même les chiffres disent que le 5e de la population sud-africaine appartiennent à cette tribu. Et c'est un truc intéressant en Afrique du Sud, parce que même si c'est une république, il y a un président, mais la constitution prévoit l'existence de plusieurs leaders traditionnels, dont 10 rois. Il existe 10 rois en Afrique du Sud, et c'est un clin d'œil que je lance à la diplomatie marocaine, au ministère des Affaires étrangères. Il faut bien comprendre et étudier en profondeur la composition tribale de l'Afrique du Sud, comprendre les enjeux qui existent entre les différentes tribus et surtout les alliances de pouvoir entre ces tribus et le pouvoir à Pretoria. C'est un dossier à étudier, sachant que les Sud-Africains restent un peuple énormément attaché à cette tradition, et ces rois et ces chefs de tribus spirituels sont des pistes également à exploiter dans l'enjeu diplomatique qui lie Rabat à Pretoria. Ayman Chiraghi, enseignant et consultant, président de l'association SimSim Participation Citoyenne. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Amine
Armin Dury également avec nous ce matin. Merci beaucoup pour votre participation. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Vous êtes responsable PME chez InfoRisk Dun & Bradstreet, premier réseau mondial de l'information financière. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Fessat Allaoui à 10h. Le point info en langue arabe avec Mourad Baba. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.